Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais vous continuer la lecture donc de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers que vous connaissez très certainement par ses nombreuses adaptations cinématographiques, théâtrales, télévisuelles, ainsi qu'en bande dessinée. Ou alors vous avez peut-être certainement lu le livre tout entier. Voilà, donc nous allons continuer la lecture de 20 000 lieues sous les mers, qui est un roman d'aventure, mais aussi un roman initiatique où les héros pénètrent au cœur de l'inconnu, donc le fond de l'océan. C'est aussi un roman qu'on peut dire d'anticipation, puisque Jules Verne nous parle des profondeurs de l'océan qui n'avaient pas encore été explorées à cette époque. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons passer à la lecture. Les deux inconnus, coiffés de bérets, faits d'une fourrure de loutre marine et chaussés de bottes de mer, en peau de phoque, portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté au mouvement. Le plus grand des deux, évidemment le chef du bord, nous examina avec une extrême attention, sans prononcer une parole. Puis, se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. C'était un idiome sonore, harmonieux, flexible, dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée. L'autre répondit par un hochement de tête et ajouta 2 ou 3 mots parfaitement incompréhensibles. Puis du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis en bon français que je n'entendais point son langage, mais il ne sembla pas me comprendre, et la situation devint assez embarrassante. « Que monsieur raconte toujours notre histoire, me dit Conseil. Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots. » Je recommençai le récit de nos aventures, articulant nettement toutes mes syllabes, et sans omettre un seul détail. Je déclinai nos noms et qualités. Puis, je présentai dans les formes le professeur Aronnax, son domestique Conseil, et maître Ned Land, le harponneur. L'homme aux yeux doux et calmes m'écouta tranquillement, poliment même, et avec une attention remarquable. Mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Quand j'eus fini, il ne prononça pas un seul mot. Restait encore la ressource de parler anglais. Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle. Je la connaissais, ainsi que la langue allemande, d'une manière suffisante pour la lire couramment, mais non pour la parler correctement. Or, ici, il fallait surtout se faire comprendre. « Allons, à votre tour, dis-je au harponneur. À vous, maître Land, tirez de votre sac le meilleur anglais qu'ait jamais parlé à un anglo-saxon, et tâchez d'être plus heureux que moi. » Ned ne se fit pas prier et recommença mon récit que je compris à peu près. Le fond fut le même, mais la forme différa. Le Canadien, emporté par son caractère, y mit beaucoup d'animation. Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens, demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi, invoqua l'habeas corpus, menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment, se démena, gesticula, cria et finalement, il fit comprendre par un geste expressif que nous mourrions de faim. Ce qui était parfaitement vrai, mais nous l'avions à peu près oublié. À sa grande stupéfaction, le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi. Nos visiteurs ne sourcillèrent pas. Il était évident qu'ils ne comprenaient ni la langue d'Arago, ni celle de Faraday. Fort embarrassé, après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques, je ne savais plus quel parti prendre, quand Conseil me dit « Si monsieur m'y autorise, je raconterai la chose en allemand. » « Comment? Tu sais l'allemand » m'écriai-je. « Comme un flamand, n'en déplaise à monsieur. »« Cela me plaît, au contraire. Va, mon garçon. »
Et Conseil, de sa voix tranquille, raconta pour la 3e fois les diverses péripéties de notre histoire. Mais malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur, la langue allemande n'eut aucun succès. Enfin, poussé à bout, je rassemblai tout ce qui me restait de mes premières études et j'entrepris de narrer nos aventures en latin. Cicéron se fut bouché les oreilles et me renvoyé à la cuisine, mais cependant, je parvins à m'en tirer. Même résultat, négatif. Cette dernière tentative, définitivement avortée, les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde. La porte se referma. « C'est une infamie !» s'écria Ned Land, qui éclata pour la 20e fois. « Comment ? On leur parle français, anglais, allemand, latin à ces coquins-là. Et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre. »« Calmez-vous, Ned, dis-je au bouillant harponneur. La colère ne mènerait à rien. »« Mais savez-vous, monsieur le professeur, reprit notre irascible compagnon, que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer ? » ?»« Bah, fit Conseil avec de la philosophie. On peut encore tenir longtemps. »« Mes amis, dis-je, il ne faut pas se désespérer. Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises passes. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau. »« Mon opinion est toute faite, riposta Ned Land. Ce sont des coquins. »« Bon, et de quel pays ? » ?»« Du pays des coquins. »« Mon brave Ned, ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer, ni anglais, ni français, ni allemand. Voilà tout ce que l'on peut affirmer. Cependant, je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes. Et il y a du méridional en eux. Mais sont-ils espagnols, turcs, arabes ou indiens ? C'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider. Quant à leur langage, il est absolument incompréhensible. Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues, répondit Conseil, ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique. Ce qui ne servirait à rien, répondit Ned Land. Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux, un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner ? Mais dans tous les pays de la terre, ouvrir la bouche, remuer les mâchoires, happer des dents et des lèvres, est-ce que cela ne se comprend pas de reste ? Est-ce que cela ne veut pas dire à Québec comme au Pomotou, à Paris comme aux Antipodes, « J'ai faim, donnez-moi à manger !» Oh, fit Conseil, il y a des natures si inintelligentes. Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un steward entra. Il nous apportait des vêtements, vestes et culottes de mer, faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature. Je me hâtai de les revêtir, et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le steward, muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé 3 couverts. « Voilà quelque chose de sérieux, dit Conseil, et cela s'annonce bien. »« Bah, répondit le rancunier harponneur, que diable voulez-vous qu'on mange ici ? Du foie de tortue, du filet de requin, du beefsteak de chien de mer ? » ?»« Nous verrons bien, dit Conseil. » Les plats recouverts de leurs cloches d'argent furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table. Décidément, nous avions affaire à des gens civilisés. Et sans la lumière électrique qui nous inondait, je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi, à Liverpool, ou du Grand Hôtel à Paris. Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement. L'eau était fraîche et limpide, mais c'était de l'eau. Ce qui ne fut pas du goût de Ned Land. Parmi les mets qui nous furent servis, je reconnus divers poissons délicatement apprêtés. Mais sur certains plats, excellents d'ailleurs, je ne pus me prononcer, et je n'aurais même su dire à quel règne végétal ou animal leur contenu appartenait. Quant au service de table, il était élégant et d'un goût parfait. Chaque ustensile, cuillère, fourchette, couteau, assiette,
portait une lettre entourée d'une devise en exergue, et dont voici le fac-similé exact. Mobilis in mobile, avec un petit N en dessous. Tout cela écrit en arc. Mobile dans l'élément mobile. Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin à la condition de traduire la préposition in par dans et non par sur. La lettre N formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers. Ned et Conseil ne faisaient pas tant de réflexions, ils dévoraient et je ne tardais pas à les imiter. J'étais d'ailleurs rassurée sur notre sort, et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inanition. Cependant, tout finit ici-bas, tout passe, même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis 15 heures. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir, réaction bien naturelle, après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort. Ma foi, je dormirai bien, dit Conseil. Et moi je dors, répondit Ned Land. Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit, trop de questions insolubles s'y pressaient, trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais, ou plutôt je croyais sentir, l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer. De violents cauchemars m'obsédaient. J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère vivant, se mouvant, formidable, comme eux. Puis mon cerveau se calma. Mon imagination se fondit en une vague somnolence, et je tombai bientôt dans un morne sommeil. Chapitre 9. Les colères de Ned Land. Quelle fut la durée de ce sommeil? Je l'ignore. Mais il dut être long, car il nous reposa complètement de nos fatigues. Je me réveillai le premier. Mes compagnons n'avaient pas encore bougé et demeuraient étendus dans leur coin comme des masses inertes. À peine relevé de cette couche passablement dure, je sentis mon cerveau dégagé, mon esprit net. Je recommençai alors un examen attentif de notre cellule. Rien n'était changé à ses dispositions intérieures. La prison était restée prison et les prisonniers, prisonniers. Cependant, le steward, profitant de notre sommeil, avait desservi la table. Rien n'indiquait donc une modification prochaine dans cette situation. Et je me demandais sérieusement si nous étions destinés à vivre indéfiniment dans cette cage. Cette perspective me sembla d'autant plus pénible que si mon cerveau était libre de ses obsessions de la veille, je me sentais la poitrine singulièrement oppressée. Ma respiration se faisait difficilement. L'air lourd ne suffisait plus au jeu de mes poumons. Bien que la cellule fût vaste, il était évident que nous avions consommé en grande partie l'oxygène qu'elle contenait. En effet, chaque homme dépense en 1 heure l'oxygène renfermé dans 100 litres d'air. Et cet air, chargé alors d'une quantité presque égale d'acide carbonique, devient irrespirable. Il était donc urgent de renouveler l'atmosphère de notre prison, et sans doute aussi l'atmosphère du bateau sous-marin. Là se posait une question à mon esprit. Comment procéder, le commandant de cette demeure flottante? Obtenait-il de l'air par des moyens chimiques, en dégageant par la chaleur l'oxygène contenu dans du chlorate de potasse, et en absorbant l'acide carbonique par la potasse caustique? Dans ce cas, il devait avoir conservé quelques relations avec les continents afin de se procurer les matières nécessaires à cette opération. Se bornait-il seulement à emmagasiner l'air sous de haute pression dans des réservoirs, puis à le répandre suivant les besoins de son équipage, peut-être? Ou procédait plus commode, plus économique et par conséquent plus probable, se contentait-il de revenir respirer à la surface des eaux comme un cétacé et de renouveler pour 24 heures sa provision d'atmosphère? Quoi qu'il en soit, et quelle que fût la méthode, il me paraissait prudent de l'employer sans retard. En effet, j'étais déjà réduit à multiplier mes inspirations pour extraire de cette cellule le peu d'oxygène qu'elle renfermait. Quand soudain je fus rafraîchi par un courant d'air pur et tout parfumé d'émanations salines. C'était bien la brise de mer, vivifiante et chargée d'iode.
J'ouvris largement la bouche et mes poumons se saturèrent de fraîches molécules. En même temps, je sentis un balancement, un roulis de médiocre amplitude, mais parfaitement déterminable. Le bateau, le monstre de tôle, venait évidemment de remonter à la surface de l'océan pour y respirer à la façon des baleines. Le mode de ventilation du navire était donc parfaitement reconnu. Lorsque j'eus absorbé cette air pur à pleine poitrine, je cherchai le conduit l'aérifère, si l'on veut, qui laissait arriver jusqu'à nous cette bienfaisante effluve, et je ne tardai pas à le trouver. Au-dessus de la porte s'ouvrait un trou d'aérage, laissant passer une fraîche colonne d'air, qui renouvelait ainsi l'atmosphère appauvrie de la cellule. J'en étais là de mes observations, quand Ned et Conseil s'éveillèrent presque en même temps, sous l'influence de cette aération révivifiante. Ils se frottèrent les yeux, se détirèrent les bras et furent sur pied en un instant. « Monsieur a bien dormi ?» me demanda Conseil avec sa politesse quotidienne. « Fort bien, mon brave garçon, » répondis-je. « Et vous, maître Ned Land ?»« Profondément, monsieur le professeur. Mais je ne sais si je me trompe, il me semble que je respire comme une brise de mer. » Un marin ne pouvait s'y méprendre, et je racontai au Canadien ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Pendant son sommeil, qui est aussi le sien. « Bon, dit-il, cela explique parfaitement ces mugissements que nous entendions lorsque le prétendu narwhal se trouvait en vue de l'Abraham Lincoln. Parfaitement, maître Land, c'était sa respiration. Seulement, monsieur Aronnax, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, à moins que ce ne soit l'heure du dîner. » L'heure du dîner, mon digne harponneur ? Dites au moins l'heure du déjeuner, car nous sommes certainement au lendemain d'hier. Ce qui démontre, répondit Conseil, que nous avons pris 24 heures de sommeil. C'est mon avis, répondis-je. Je ne vous contredis point, répliqua Ned Land, mais dîner ou déjeuner, le steward sera le bienvenu, qu'il apporte l'un ou l'autre. L'un et l'autre, dit Conseil. Juste, répondit le Canadien, nous avons droit à 2 repas, et pour mon compte, je ferai honneur à tous les 2. Eh bien, Ned, attendons, répondis-je. Il est évident que ces inconnus n'ont pas l'intention de nous laisser mourir de faim, car, dans ce cas, le dîner d'hier soir n'aurait aucun sens. À moins qu'on ne nous engraisse, riposta Ned. Je proteste, répondis-je. Nous ne sommes point tombés entre les mains de cannibales. Une fois n'est pas coutume, répondit sérieusement le Canadien. Qui sait si ces gens-là ne sont pas privés depuis longtemps de chair fraîche. Et dans ce cas, 3 particuliers sains et bien constitués, comme monsieur le professeur, son domestique et moi. Chassez ces idées, maître Land, répondis-je au harponneur. Et surtout, ne partez pas de là pour vous emporter contre nos hôtes, ce qui ne pourrait qu'aggraver la situation. En tout cas, dit le harponneur, j'ai une faim de tous les diables, et dîner ou déjeuner, le repas n'arrive guère. Maître Land, répliquai-je, il faut se conformer au règlement du bord, et je suppose que notre estomac avance sur la cloche du maître coq. Eh bien, on le mettra à l'heure, répondit tranquillement Conseil. Je vous reconnais là, ami Conseil, riposta l'impatient Canadien. Vous usez peu votre bile et vos nerfs, toujours calme. Vous seriez capable de dire vos grâces avant votre bénédicité, et de mourir de faim plutôt que de vous plaindre. À quoi cela servirait-il ? Demanda Conseil. Mais cela servirait à se plaindre, c'est déjà quelque chose. Et si ces pirates, je dis pirates par respect, et pour ne pas contrarier monsieur le professeur qui défend de les appeler cannibales, si ces pirates se figurent qu'ils vont me garder dans cette cage où j'étouffe, sans apprendre de quel juron j'assaisonne mes comportements, ils se trompent. Voyons, monsieur Aronnax, parlez franchement. Croyez-vous qu'ils nous tiennent longtemps dans cette boîte de fer ? À dire vrai, je n'en sais pas plus long que vous, ami Land. Mais enfin, supposez-vous. Je suppose que le hasard nous a rendus maîtres d'un secret important. Or, si l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder, et si cet intérêt est plus grave que la vie de 3 hommes,
Je crois notre existence très compromise. Dans le cas contraire, à la première occasion, le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables. À moins qu'il ne nous enrôle parmi son équipage, dit Conseil, et qu'il nous gâte ainsi. Jusqu'au moment, répliqua Ned Land, où quelque frégate, plus rapide ou plus adroite que l'Abraham Lincoln, s'emparera de ce nid de Forban et enverra son équipage et nous respirer une dernière fois au bout de sa grande vergue. Bien raisonné, maître Land, répliquai-je, mais on ne nous a pas encore fait, que je sache, de propositions à cet égard. Inutile donc de discuter le parti que nous devrons prendre, le cas échéant. Je vous le répète, attendons, prenons conseil des circonstances et ne faisons rien, puisqu'il n'y a rien à faire. Au contraire, monsieur le professeur, répondit le harponneur, qui n'en voulait pas démordre. Il faut faire quelque chose. Quoi donc, maître Land? Nous sauver. Se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile, mais d'une prison sous-marine, cela me paraît absolument impraticable. Allons, ami Ned, demanda Conseil. Que répondez-vous à l'objection de monsieur? Je ne puis croire qu'un Américain soit jamais à bout de ressources. Le harponneur, visiblement embarrassé, se taisait. Une fuite dans les conditions où le hasard nous avait jetés était absolument impossible. Mais un Canadien est à demi français, et maître Ned Land le fit bien voir par sa réponse. Ainsi, monsieur Aronnax, reprit-il après quelques instants de réflexion, vous ne devinez pas ce que doivent faire des gens qui ne peuvent s'échapper de leur prison? Non, mon ami. C'est bien simple. Il faut qu'ils s'arrangent de manière à y rester. Parbleu, fit Conseil. Vaut encore mieux être dedans que dessus ou dessous. Mais après avoir jeté dehors geôlier, porte-clés et gardien, ajouta Ned Land. Quoi, Ned? Vous songeriez sérieusement à vous emparer de ce bâtiment? Très sérieusement, répondit le Canadien. C'est impossible. Pourquoi donc, monsieur? Il peut se présenter quelque chance favorable et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'en profiter. S'ils ne sont qu'une vingtaine d'hommes à bord de cette machine, ils ne feront pas reculer 2 Français et 1 Canadien, je suppose. Mieux valait admettre la proposition du harponneur que de la discuter. Aussi me contentai-je de répondre. Laissons venir les circonstances, maître Land, et nous verrons. Mais jusque-là, je vous en prie, contenez votre impatience. On ne peut agir que par ruse, et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables. Promettez-moi donc que vous accepterez la situation sans trop de colère. Je vous le promets, monsieur le professeur, répondit Ned Land d'un ton peu rassurant. Pas un mot violent ne sortira de ma bouche, pas un geste brutal ne me trahira, quand bien même le service de la table ne se ferait pas avec toute la régularité désirable. J'ai votre parole, Ned, répondis-je au Canadien. Puis la conversation fut suspendue, et chacun de nous se mit à réfléchir à part soi. J'avouerai que pour mon compte, et malgré l'assurance du harponneur, je ne conservais aucune illusion. Je n'admettais pas ces chances favorables dont Ned Land avait parlé. Pour être si sûrement manœuvré, le bateau sous-marin exigeait un nombreux équipage et conséquemment, dans le cas d'une lutte, nous aurions affaire à trop forte partie. D'ailleurs, il fallait avant tout être libre et nous ne l'étions pas. Je ne voyais même aucun moyen de fuir cette cellule de tôle si hermétiquement fermée. Et pour peu que l'étrange commandant de ce bateau eût un secret à garder, ce qui paraissait au moins probable, il ne nous laisserait pas agir librement à son bord. Maintenant, se débarrasserait-il de nous par la violence ou nous jetterait-il un jour sur quelque coin de terre? C'était là l'inconnu. Toutes ces hypothèses me semblaient extrêmement plausibles, et il fallait être un harponneur pour espérer de reconquérir sa liberté. Je compris d'ailleurs que les idées de Ned Land s'aigrissaient avec les réflexions qui s'emparaient de son cerveau. J'entendais peu à peu les jurons
grondait au fond de son gosier, et je voyais ses gestes redevenir menaçants. Il se levait, tournait comme une bête fauve en cage, frappait les murs du pied et du poing. D'ailleurs, le temps s'écoulait, la faim se faisait cruellement sentir. Et cette fois, le steward ne paraissait pas. C'était oublier trop longtemps notre position de naufragés si l'on avait réellement de bonnes intentions à notre égard. Ned Land, tourmenté par les tiraillements de son robuste estomac, se montait de plus en plus, et malgré sa parole, je craignais véritablement une explosion lorsqu'il se trouverait en présence de l'un des hommes du bord. Pendant 2 heures encore, la colère de Ned Land s'exalta. Le Canadien appelait, il criait, mais en vain. Les murailles de tôle étaient sourdes. Je n'entendais même aucun bruit à l'intérieur de ce bateau qui semblait mort. Il ne bougeait pas, car j'aurais évidemment senti les frémissements de la coque sous l'impulsion de l'hélice. Plongé sans doute dans l'abîme des eaux, il n'appartenait plus à la terre. Tout ce morne silence était effrayant. Quant à notre abandon, à notre isolement au fond de cette cellule, je n'osais estimer ce qu'il pourrait durer. Les espérances que j'avais conçues après notre entrevue avec le commandant du bord s'effaçaient peu à peu. La douceur du regard de cet homme, l'expression généreuse de sa physionomie, la noblesse de son maintien, tout disparaissait de mon souvenir. Je revoyais cet énigmatique personnage tel qu'il devait être nécessairement impitoyable, cruel. Je le sentais en dehors de l'humanité, inaccessible à tout sentiment de pitié implacable, ennemi de ses semblables auxquels il avait dû vouer une impérissable haine. Mais cet homme allait-il donc nous laisser périr d'inanition, enfermés dans cette prison étroite, livrés à ces horribles tentations auxquelles pousse la faim farouche? Cette affreuse pensée prit dans mon esprit une intensité terrible, et l'imagination aidant, je me suis sentie envahir par une épouvante insensée. Conseil restait calme. Ned Land rugissait. En ce moment, un bruit se fit entendre extérieurement. Des pas résonnèrent sur la dalle de métal. Les serrures furent fouillées. La porte s'ouvrit. Le steward apparut. Avant que j'eusse fait un mouvement pour l'empêcher, le Canadien s'était précipité sur ce malheureux. Il l'avait renversé. Il le tenait à la gorge. Le steward étouffait sous sa main puissante. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée, et j'allais joindre mes efforts aux siens quand subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land, et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. » Chapitre 10. L'homme des eaux. C'était le commandant du bord qui parlait ainsi. À ces mots, Ned Land se releva subitement. Le steward, presque étranglé, sortit en chancelant sur un signe de son maître. Mais tel était l'empire du commandant à son bord, que pas un geste ne trahit le ressentiment dont cet homme devait être animé contre le Canadien. Conseil intéressé malgré lui, moi stupéfait, nous attendions en silence le dénouement de cette scène. Le commandant, appuyé sur l'angle de la table, les bras croisés, nous observait avec une profonde attention. Hésitait-il à parler ? Regrettait-il ces mots qu'il venait de prononcer en français? On pouvait le croire. Après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre. « Messieurs, dit-il d'une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue. Mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruple récit, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence monsieur Pierre Aronnax, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris, chargé d'une mission scientifique à l'étranger. Conseil, son domestique, et Ned Land, d'origine canadienne, harponneur à bord de la frégate l'Abraham Lincoln, de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Je m'inclinai d'un air d'assentiment. Ce n'était pas une question que me posait le commandant, donc pas de réponse à faire. Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite, sans aucun accent. Voilà,
C'est comme ça, c'est comme cela que se termine donc ma lecture de ce fabuleux livre 20 000 lieues sous les mers. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vais vous donner une petite citation de ce livre avant de vous quitter. Et ces musiciens, dis-je. Ces musiciens, me répondit le capitaine Nemo. Ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement pour la suite de la lecture. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée.